et le certificat, et en l'occurrence le NFT ou le morceau de papier, et le NFT résout 50% du problème de la contrefaçon. Une fois que tu as réussi à représenter cette donnée dans un format qui est interopérable, avec la condition que tu puisses récupérer ce contenu, tu n'es plus du tout dépendant d'une plateforme. La décentralisation, c'est un curseur. On n'est pas forcé d'aller jusqu'au maximum. Pour moi, Bitcoin, c'est un peu la position max. Puis Facebook, c'est un peu la position mine. Frédéric Montaillon, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Salut, écoute, c'est un honneur énorme. Parce que, comme je te le disais en arrivant, j'ai l'impression que vous existez depuis toujours. Et j'ai l'impression que vous faites partie un peu de mon quotidien. 2 ans. On va fêter nos 2 ans. Donc, et puis, comme on te disait, le Airbnb a grandi, le matériel a poussé, a évolué. T'es bien. Bravo. On est confortable. On a du temps devant nous. Tu es le cofondateur de Ariani, du coup, une société qui est spécialisée dans la tokenisation et l'émission des NFT, principalement pour l'industrie du luxe. Tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Mais c'est pas ta première boîte. Tu as eu tout un parcours entrepreneurial depuis plusieurs années. Tu as plutôt bien surfé la vague Web 2, si je puis dire, la vague Internet, début des années 2000. Mais du coup, raconte-nous un peu comment tu fais la transition, la révélation crypto. Comment tu tombes amoureux de cette nouvelle technologie. Ok. Écoute, je suis ingénieur déjà, donc moi j'aime la technique, j'aime les technos. J'ai effectivement créé des boîtes dans l'univers des médias collaboratifs et dans la monétisation de l'audience. Et je suis parti aux États-Unis en 2011-2012 pour développer une boîte qui s'appelait Tids, qui était vraiment dans la monétisation d'audience et en particulier des médias premium. En arrivant aux États-Unis, j'essaye de connecter un peu avec l'écosystème. Je connaissais vraiment personne à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Et je fais tous les meet-up qui me semblent accessibles, dans lesquels on voulait bien de moi, en gros. Et je me retrouve à faire un meet-up Bitcoin, New York, donc je ne sais plus, 2012 probablement, qui devait être le premier ou le second. Et je me retrouve dans l'arrière-cuisine à Chinatown d'un restaurant pas de top. Le début d'un film, ça. Début d'un film, très sympa, avec une vingtaine d'anarchistes. Et là, en fait, je plonge dans un monde que je connais pas, que j'aurais jamais rencontré, je pense, si j'avais pas fait le chemin jusque-là. Et ce qui m'intéresse là-dedans, alors déjà, il y a le côté un peu folklore et toutes ces personnalités qui se retrouvent. Un peu libertarien. Non, beaucoup plus que ça. Plus que ça. Là, on n'est pas c'est autre chose. Des gens qui n'avaient pas de compte en banque, qui voulaient pas en avoir. Enfin, tu vois, vraiment des gens qui avaient poussé on en connaît quelques-uns aussi. La mécanique vraiment à l'extrême. Mais à l'époque, le Bitcoin n'était pas à ce prix-là. Donc, tu vois, ils pouvaient pas encore se permettre de se dire, OK, j'ai sécurisé ma vie avec un gros stock de crypto. Ça, c'est 2011-2012 à peu près. Ouais, 2012, je pense. Okay. Ouais. Et il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce qu'ils sont en train de fabriquer. La première chose, c'est des gens qui réfléchissent à des architectures qui garantissent quelque part qu'un acteur centralisé ne va pas se mettre en intermédiaire dans une relation. Ça me plaît beaucoup parce que moi qui viens je te dis, de la monétisation de l'audience, on a Google, Facebook, Twitter et puis toute une ribambelle qui ont réussi à créer des forteresses en centralisant l'information et en centralisant beaucoup les données. Et tu peux pas vraiment t'échapper de ça, quoi. T'es forcé à un moment donné, quand tu veux t'adresser à un internaute, t'es forcé de passer par là parce que c'est là que tu as l'accès finalement. Qu'est-ce que tu entends par monétisation de l'audience du coup? C'est de la pub. Ouais, okay. C'est de la pub. Ouais. La pub, je veux dire, les médias gagnent leur vie, à part ceux qui facturent l'accès, mais gagnent leur vie avec de la pub. Ok. Bon, voilà, sur YouTube ou autre. Ouais. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des gens qui réfléchissent à des architectures qui n'ont plus rien à voir et qui font en sorte de ne pas pouvoir se retrouver dans une situation où un acteur vient prendre une position dominante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer d'aligner les intérêts des utilisateurs avec ceux qui construisent. Alors, ce n'est pas toujours le cas au début du monde des cryptos, mais en tout cas, c'est un peu la dynamique de se dire on construit un système pour des utilisateurs et on fait en sorte de pouvoir les servir au mieux et donc de les rendre acteurs. Et pour ce faire, forcément, à un moment donné, il faut que la gouvernance ne soit pas dans un tout petit nombre de mains, mais il faut arriver à trouver les conditions pour que cette gouvernance soit distribuée. Et tu as compris tout ça à l'arrière d'un restaurant chinois en 2012 ? Alors, ça m'a pris un petit peu de temps. Et à vrai dire, si j'avais tout de suite compris ça, j'aurais certainement investi un peu plus d'argent dans Bitcoin au tout début. Enfin bon, oui, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est ça qui m'a intéressé. Donc tu vois, c'est vraiment toute cette dynamique à vouloir refaire
de couches qui sont complètement privatisées sur le web, parce que c'est un Internet de plateforme, de passer de ça. Et eux avaient vraiment en ligne de mire les banques. Hein. Moi, c'était pas mon sujet. Mais c'est de faire en sorte... C'était plutôt les GAFAM, toi. Ouais, moi, mon truc, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se débarrasse de ces trucs-là. Pas forcément en totalité, mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ces gens-là ne puissent plus décider des règles de marché pour l'ensemble du marché. Parce que tu l'avais vu justement, après 10 ans d'activité dans ce secteur-là, tu avais vu qu'ils contrôlaient, enfin, ils avaient la main sur tout, quoi. C'est un gros problème parce que ça bride complètement l'innovation. Parce que tu es complètement dépendant du bon vouloir des plateformes, des règles qu'elles fixent. Tu vas interagir avec les plateformes au travers d'API ou qu'elles te laissent. Pour ceux qui savent pas. Donc c'est des protocoles en fait, qui te permettent d'interagir avec ces plateformes. Des prises à. Ouais. Mais tu es contraint par ce qu'on te laisse faire dans un tarif qu'on décide pour toi. Et plus la plateforme a une place hégémonique, plus elle est capable de décider pour le marché. C'est l'Apple Store qui décide oui ou non de view ou non sur ta boîte, si elle veut ou pas ton application listée sur son shop, quoi. Donc innovation, t'as une volonté de la part des plateformes de tout normaliser, ce qui dans le processus créatif me plaît pas beaucoup. Et puis tu as la problématique de la centralisation des données. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir t'assurer en tant que plateforme de durer dans le temps, il faut que tu aies chez toi des données que les autres ne vont pas pouvoir utiliser, qui sont suffisamment valorisables et à valeur pour le reste du marché, pour faire en sorte qu'on ait toujours besoin de passer par toi. Ben, c'est exactement ce qui se passe, hein. C'est comme ça que c'est construit, ces plateformes. Donc de ce point de vue-là, elles ont un succès énorme, parce que c'est comme ça que ça a été conçu, l'architecture elle a été pensée pour ça, donc c'est pas une dérive, c'est juste le bon déroulement des choses, avec beaucoup de succès dans l'exécution, mais c'est un énorme problème. Et puis il y a ce problème de l'hypercentralisation des données qui se manifeste par les problèmes de fuite de données, d'utilisation des données dans un contexte ou dans des objectifs qui sont pas ceux que tu aimerais en tant qu'utilisateur. Et puis on en arrive à l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, du coup, la root cause, vraiment la source du problème de cette centralisation, c'est quoi d'après toi? Pourquoi il y a eu cette dérive depuis les fin des années 90? Et on le dit souvent sur la chaîne parce que c'est un point très important. Je relisais récemment le manifeste Cypherpunk de Eric Hughes. Enfin, c'est des idées qui sont pas nouvelles, la liberté, la vie privée, détenir ses propres data, etc. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Où on a merdé? Mais il y a aucune dérive, entre 2000 et 2010. Il y a aucune dérive. C'est le processus normal. Non, c'est créé pour ça. Et ça a été extrêmement bénéfique en fait pour l'univers du numérique, parce qu'il n'y aurait pas eu des plateformes qui auraient inventé des modèles dans lesquels elles prenaient en charge tous les coûts. Quasiment donc tous les coûts, en fait c'est le hardware, en gros c'est faire tourner, c'est vraiment le matériel informatique, les data centers, parce que tout à fait, ça paraît extrêmement abstrait pour la plupart des gens. Pour moi le premier il y a quelques années, enfin on se rend pas compte en fait du matos qu'il faut pour faire tourner YouTube par exemple. Enfin, c'est énorme, c'est énormissime. Nous on upload nos vidéos de 8 gigas sur un et hop comme si de rien n'était. Mais enfin il y a littéralement 8 gigas qui vont sur un serveur quelque part dans le monde. C'est pas par magie, opération de synthèse. Je rembobine un tout petit peu. J'avais monté c'était en 2003. J'ai été cofondateur d'une plateforme qui s'appelait Overblog. C'était une des premières plateformes communautaires qui te permettait de publier de l'info. Et à ce moment-là, pour mettre de l'information en ligne, pour mettre un article, il n'y avait rien de simple. Il fallait prendre un hébergement, installer un minimum d'applicatifs sur ton serveur et derrière uploader des fichiers. Avec des systèmes dont on n'entend plus parler aujourd'hui. Donc, ça ressemble beaucoup à la crypto aujourd'hui. Ouais, exactement, mais t'as raison. On est à peu près au même stade de développement. Et à l'époque, donc tout ça, c'était beaucoup trop compliqué pour que quelqu'un comme ma mère puisse mettre de l'information en ligne. Et pourtant, ma mère a des tas de trucs intéressants à raconter. Donc on avait construit cette plateforme en se disant on essaye de baisser au maximum la barrière à l'entrée pour le commun des mortels et faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Et donc là, tu vois, le mantra de la plateforme, c'était publier vos idées. Donc vraiment dans l'idée, vas-y, déverse tout ce que tu veux voir accessible pour le plus grand nombre, on se charge de tout. Et là, tu viens vite en fait en face d'un choix qui est soit tu demandes aux gens de payer pour simplement pour l'accès finalement à son audience. Et là, tu te poses la question, c'est est-ce que chacun doit payer à mesure de ce qu'il arrive, du succès qu'il a finalement en publiant? Ou bien alors est-ce que tu crées un modèle dans lequel on arrive grosso modo à monétiser cette audience, et ce qui permet en fait d'avoir un vrai modèle scalable.
Et évidemment, si tu veux créer les conditions pour qu'il y ait un maximum d'audience et que les gens puissent s'exprimer et être le plus lus, bah, tu as tout intérêt à aller sur un modèle où tu monétises avec de la publicité. C'est gratuit, du coup. C'est gratuit. C'est open bar, mais c'est toi le produit. Et plus tu progresses dans ce sens-là, plus tu vas vers des plateformes centralisées et plus tu te dis, mais en fait, on a intérêt quand même à avoir vachement de données sur les utilisateurs, essayer de les enfermer dans un endroit dont ils pourront pas trop facilement sortir. Sinon, dès que les gens ont du succès, ils vont partir faire ça ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est la continuité normale tu récoltes cette nouvelle matière première, la data, quoi. Enfin, et quelque part, l'accélération dans l'usage d'Internet et l'accès n'aurait pas pu se produire s'il n'y avait pas ça. D'autant que si tu regardes bien les coûts, la bande passante, l'énergie, finalement, quelque part, c'est un peu le même prix partout et le matériel, c'est le même prix partout. Si tu veux servir des populations qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah, ce modèle, il est hyper vertueux. Parce que finalement, avec le marché publicitaire américain, nord-américain et européen, bah, tu peux servir quasiment tout le monde entier. Alors que si tu n'as pas un modèle de cette nature-là, bah, y a toute une partie de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Asie qui ne peut pas accéder à Internet. Et même dans nos pays, quand tu vois ce que rapporte quelqu'un qui a un pouvoir d'achat important en matière de publicité, bah c'est hyper concentré. Tu as vraiment une loi de distribution qui est classique. Ouais, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'était pas un détour, genre on s'est pas gouré de chemin, c'est vraiment un processus. Bon, on l'utilise souvent cette image dans les vidéos, c'est la chenille qui se transforme en chrysalide et puis en papillon. Enfin, en gros, c'est quand même un processus normal. On peut pas tout de suite devenir papillon. Papillon, ça serait la désintermédiation, décentralisation, etc. Mais il fallait éventuellement avoir quelques étapes où c'était pas parfait, mais pour scale et pour adopter, enfin et pour toucher le mass adoption, il fallait en passer par là. Je pense parce que alors l'internet aurait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui si on avait demandé aux gens de payer pour les services auxquels déjà, enfin la structure d'internet serait différente parce que je pense qu'on serait pas allé aussi vite, donc il y aurait beaucoup moins de réflexes, les réseaux seraient pas déployés aussi rapidement. Les applicatifs ne seraient pas aussi perfectionnés, il ne faut pas rêver. Je veux dire, même dans le financement de ces entreprises-là, quand tu regardes ce que les entreprises qui sont capables de facturer à du grand public, versus les entreprises qui ont développé ces modèles économiques, ce n'est pas le même ordre de magnitude en termes de valorisation. Donc, j'ai envie de dire, c'était un passage qui était, quand on aime le numérique, qui était plutôt souhaitable. Mais justement... Comment réussir à avoir, par exemple, au niveau de l'interface, au niveau de l'expérience utilisateur, ce niveau de qualité, tout en n'ayant plus aucun intermédiaire? Enfin, moi, c'est une vraie question. C'est est-ce qu'on va réussir, par exemple, dans le Web 3, même si c'est un mot qui est un peu fourre-tout, mais en tout cas, voilà, cette prochaine étape sans intermédiaire, sans Google, sans Facebook, sans Twitter éventuellement, est-ce que tu réussis à avoir cette qualité pour les utilisateurs sans justement un board et un CEO? Enfin, c'est la tyrannie de l'efficacité de dire on va dans cette direction et si j'ai tort, la boîte se plante, mais on leur a fait my way, tu vois. Et ça, c'est vraiment un questionnement. Est-ce qu'on réussit à gérer une boîte, des résultats, etc., de manière décentralisée? Bitcoin fonctionne parce qu'il y a une fonction et un objectif très simple, si je peux dire, et en gros... c'est quand même relativement chaotique. Enfin, on le voit là avec l'actualité, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça part dans tous les sens. On réussit à trouver un chemin au fur et à mesure. Mais c'est vraiment cette question, est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que c'est vraiment possible cette désintermédiation? La décentralisation, c'est un curseur. On n'est pas forcé d'aller jusqu'au maximum. Pour moi, Bitcoin, c'est un peu la position max. Puis Facebook, c'est un peu la position min. On n'est pas forcé pour tout d'aller aussi loin. Je pense que ce qui est important dans ce qu'on se dit là, c'est de trouver la position du curseur qui fait qu'un Facebook ne peut plus s'installer. C'est-à-dire que tu as suffisamment récupéré de ton côté en tant qu'utilisateur, que tu sois une entreprise ou un particulier, tu as suffisamment récupéré de ton côté les données qui te sont suffisamment importantes pour pouvoir dire à un moment donné, cette plateforme, je ne l'utilise plus pour plein de raisons, je pars ailleurs. Et ce n'est pas grave parce qu'en fait, je pars avec ce que je possède et qui a de la valeur pour moi. Dans ce set d'informations, pour moi, il y a le graphe social, hyper important. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire à qui je suis connecté. Okay. Aujourd'hui, tu ne peux pas partir... Enfin, c'est simple, tu as une nouvelle plateforme qui arrive. Tes abonnés Twitter, par exemple, tes followers Twitter. Tu prends ton following et tes followers Twitter, tu dis, tiens, je vais sur Instagram. C'est pas possible. Parce que c'est vraiment une donnée qui t'est propre, mais qui est dans un format bien particulier, qui te raccroche à des identités qui ne sont pas compatibles avec celles des autres plateformes. Donc, en gros, tu es coincé là, quoi. Et ça, c'est probablement le plus gros frein
à partir d'une plateforme pour en utiliser une autre. Alors donc, tu as un graphe social qui est interopérable à travers tous les réseaux sociaux. Donc, ça, déjà, c'est des front-end, quoi, en fait. Donc, déjà, voilà, les contacts, c'est-à-dire les identités et toutes les connexions entre les identités. Ça, pour moi, c'est hyper important. Après, tu as tes contenus et puis tu as, je dirais, tes préférences que tu possèdes, ce que tu aimes. Sur le contenu, comment tu fais ça de manière décentralisée? Comment tu pars avec ton contenu? Par exemple, sur YouTube, c'est justement l'intérêt de YouTube, c'est que le contenu il reste chez YouTube parce que c'est lui qui l'a conservé. L'identité, c'est relativement simple. C'est-à-dire que c'est mon adresse publique. Au final, c'est une clé cryptographique. Alors, et au final, plus ou moins, mais du coup, que je peux appliquer sur n'importe quelle plateforme. Là, il y aura des tas de possibilités. Je pense que la clé publique, c'est pas l'unité de base. Moi, je suis beaucoup plus confortable à dire on fait ça sous forme de NFT. Parce que la clé publique, déjà, pour des raisons techniques, tu auras peut-être envie de la changer dans le temps. Un NFT, c'est autre chose. Donc, pour moi, la bonne représentation des données personnelles, c'est les NFT. Donc, une sorte d'account abstraction avec un NFT. Okay. Donc, tu as un NFT qui représente ton profil. Tu as des NFT qui représentent tes connexions avec d'autres profils. Tu as des NFT qui représentent l'ownership d'un contenu. Ça ne veut pas dire qu'il faut héberger le contenu de manière hyper décentralisée. C'est pas le problème. Mais l'ownership, c'est qui en est à l'origine. Et puis avoir la capacité avec un hash de pouvoir vérifier que c'est bien le bon contenu. Quoique tu pourrais avoir des IPFS, même si c'est pas forcément la solution, il y a des défauts, etc. Mais en gros, une sorte de IPFS, ça veut dire réussir à faire un Dropbox décentralisé, monétisé, stable, en tout cas économiquement. T'as l'identité, t'as le contenu, et le troisième pilier, du coup, ça serait... c'est tout ce que tu possèdes, tes goûts, etc. Et c'est sur ça que moi je travaille personnellement sur mon projet. Mais c'est ton lien avec des marques, le fait que tu possèdes une carte de membre pour des services, pour du contenu, pour tout ce que tu veux. Donc finalement, c'est un peu tes likes, quelque part, dans un environnement un peu Web 2. Une fois que tu as réussi à représenter cette donnée dans un format qui est interopérable, avec la condition que tu puisses récupérer ce contenu, tu n'es plus du tout dépendant d'une plateforme. Quelqu'un peut développer un nouveau front, donc un nouvel applicatif. Un nouveau Facebook, un nouveau Twitter, un nouveau Instagram, n'importe quoi. Génial. Ouais, c'est ça. Surtout pour aujourd'hui, Twitter, enfin, de mon point de vue, ce que fait Musk, c'est vraiment du saccage. Aujourd'hui, Twitter, j'aimerais bien pouvoir récupérer ce que j'ai fait là, et en particulier mes connexions, pouvoir les emporter ailleurs pour avoir un autre applicatif qui va trier les contenus différemment. Parce que l'algo de Twitter d'aujourd'hui, moi, franchement, il ne m'intéresse pas. Et du coup, tu aurais concrètement, vraiment pour projeter les gens dans le futur, on aurait un hardware wallet, par exemple une clé Ledger, et ça serait sur notre clé Ledger qu'on aurait toute cette identité numérique. Et on pourrait se reconnecter à un site, pas avec mot de passe password, mais éventuellement avec une technique crypto. Et sur n'importe quel front-end, tu retrouves ton profil et tu retrouves ta communauté, parce qu'en fait, derrière le graphe social, il est toujours là, quoi. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, tu aies l'accès, que tu puisses avoir l'accès à un wallet qui contient, ou des wallets qui contiennent ces éléments. Après, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as besoin de t'embêter à faire ta propre conservation? Ça, c'est une autre histoire. Je pense pas que ce soit une bonne chose, d'ailleurs, pour la plupart des gens. On pourrait se partager nos mésaventures de conservation. Moi, j'en ai plein. Donc, si nous, on n'y arrive pas, et je suis entouré de gens qui ont à un moment donné eu un problème avec une clé privée d'une manière ou d'une autre, bon, peut-être qu'il faut inventer des solutions de conservation. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est qu'à tout moment, tu puisses récupérer tes assets. C'est-à-dire que tu puisses les voir, tu puisses constater qu'ils sont là, c'est-à-dire un mode de conservation, pas la FTX, et que tu puisses les récupérer à tout moment. Si tu as ces conditions-là, une plateforme peut plus se mettre en intermédiaire et puis réclamer les marges qu'elle souhaite. Elle est obligée de composer avec un marché. Parce que tu peux te barrer. Il y a cette optionnalité de dire... C'est hyper important. C'est ça, en fait. C'est la base. Le seul problème pour moi, dans ce qu'on vient de se décrire, tu vois, dans le web 2.0, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, les murs qui protègent tes données sont trop importants pour que tu puisses les récupérer. En tout cas, oui, la barrière de la concurrence est beaucoup trop importante par rapport à l'effet de réseau de la plateforme pour aller proposer une alternative. Aujourd'hui, pour venir proposer une alternative à Facebook, Amazon, Google, c'est un peu différent, mais en tout cas, quoique, mais vraiment tout ce qui est effet de réseau des Uber, toutes les plateformes où tu dépends en fait du nombre de personnes qu'il y a déjà sur la plateforme, c'est extrêmement compliqué de les concurrencer. Prends WhatsApp en fait. WhatsApp, ça devrait être hyper simple parce que WhatsApp, messagerie, SMS, Telegram, tout ce que tu veux, en fait, le format, il est le même.
Et Donc, tout le monde devrait être sur Signal, en l'occurrence. alors, c'est exactement ce que je voulais te dire. C'est qu'à un moment donné, c'était évident que les contenus étaient stockés quelque part, mais peu importe. On a eu, je sais pas, il y a 2 ans, peut-être 3 ans maintenant, Le leak énorme. gros leak. Tout le monde est au courant. Je veux dire, c'est la presse l'a couvert dans tous les sens. Tout le monde s'est mis à charger Signal. Et puis le problème, c'est que l'expérience quand tu arrives sur Signal, bah, t'es un peu tout seul, quoi. Et donc il faut que tu refasses ton réseau. Ça a pris quoi? Ça a pris 1 mois pour que les gens oublient complètement que Signal existait. Et puis, tout à fait. Et puis, moi, j'ai encore des contacts que sur WhatsApp. Et enfin, maintenant, on en rigole avec Richard, mais on est sur 5 plateformes différentes entre Telegram, Signal, WhatsApp, etc. Alors, du coup, tu sens que ça migre et les gens sont de plus en plus réceptifs et soucieux de ça. Mais quand même, c'est vraiment un très bon exemple parce que littéralement, personne ne devrait utiliser WhatsApp, quoi. Bah, je pense que c'est trop de boulot. On demande trop de boulot aux gens. La notion de souveraineté numérique et le risque en vis-à-vis, il est difficile à quantifier et à se représenter. Le bon réflexe des gens, c'est de dire moi j'ai rien à me reprocher, donc bon, si on vient espionner. En fait. C'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça le problème. Est-ce que c'est pas que si, de nouveau, est-ce que les gens s'en foutent en fait de leur souveraineté numérique? Je pense qu'ils se rendent pas compte. Est-ce qu'en fait leur vie privée et leur liberté, c'est pas forcément une priorité par rapport à la facilité d'utilisation et à leur sécurité? Je pense qu'on se rend pas compte en fait de ce qu'on fait des data. C'est pas juste la conversation qu'on a sur WhatsApp ou sur Facebook. C'est le fait d'avoir laissé des traces de ses positions GPS quasiment en permanence depuis des années, qui fait que l'accès à cette information permet de savoir des choses qui sont beaucoup trop intrusives pour toi. C'est-à-dire, est-ce que tu vas à l'hôpital toutes les semaines? Tu vois, c'est une information. Qui a envie d'avoir cette information? Bah, probablement la personne qui t'assure. Alors en France, on n'est pas trop exposé à ça, mais aux États-Unis, j'y habitais pendant longtemps, le healthcare, donc celui qui te protège, ton assurance maladie, est ravi d'avoir des informations sur ta santé pour te dire bah, finalement non, on ne vous assure plus. Donc les risques, c'est pas juste la conversation qu'on a à un moment donné sur un appareil ou sur une application, c'est vraiment tout ce qui peut découler de ces informations. Et j'ai envie de penser qu'avec le déploiement de l'intelligence artificielle à disposition du grand public, les gens finissent par se rendre compte qu'avec très peu d'informations, on arrive à déduire des tas de choses. Mais peut-être que je suis trop optimiste. En fait, pour moi, c'est abstrait pour la plupart des gens. Ouais. Et même pour moi, ça l'est. Ça veut dire que si tu avais quelqu'un toute la journée qui te suivait dans la rue, ça serait très concret. Ouais, ça te dérangerait, en fait. Ouais. Et c'est littéralement ça. Hein. Et là, c'est pas une personne. Tu as 50 personnes qui est toute la journée autour de toi à te regarder, à t'entendre. Et tu sais pas qui c'est. Et tu sais pas qui c'est. Ouais. Et ensuite, c'est utilisé pour te manipuler, pour te vendre des trucs. Et c'est un viol de l'esprit quasiment quotidien, mais c'est abstrait. C'est-à-dire que c'est très loin et c'est impalpable. Et du coup, moi, j'ai une vraie interrogation. Dire il y a cette utopie des cryptos, de Bitcoin, etc. Par exemple, beaucoup de maxi sur la détention de ses propres clés, la vie privée, utiliser des mixeurs pour faire des transactions, etc. Mais en fait, de nouveau, les gens, j'ai du mal à imaginer les gens, monsieur, madame, tout le monde, faire ça. Alors qu'on va leur proposer des plateformes de custody extrêmement faciles d'utilisation, où au final, toutes les cryptos, elles seront là de nouveau, quoi. Et j'ai pas la solution. On essaie de parler avec des gens comme toi pour c'est là où tu as le problème. Tu as deux chemins. Soit tu te dis, je m'adresse directement au grand public et je m'attends à ce que les gens aient envie de faire la transition tout seul. Moi, je pense que ça, c'est possible avec une certaine couverture, mais qui est une couverture de spécialistes, de passionnés. Mes amis, tu vois, que j'avais rencontrés dans ce meet-up Bitcoin à l'époque. Mais on n'est pas très nombreux finalement à être sensibles à ça. La deuxième possibilité, c'est de se dire, en fait, on est convaincu par un changement d'architecture et il vaut mieux s'appuyer sur des gens qui sont déjà en place. Et pour moi, la solution, c'est de s'appuyer sur les marques. Pour moi, ce sont les marques qui aujourd'hui financent tout le web, parce que finalement, le web 2.0, enfin, tout le financement de ces plateformes-là vient de la volonté et de la nécessité d'une marque à s'adresser à ses clients. L'argent, il est là. Hein. C'est vraiment ce lien, marque-client. Et c'est de là que vient l'argent. Donc, moi, je pense que c'est là qu'il faut regarder. Si on a une conviction profonde qu'il faut accélérer et accompagner cette transition, il faut le faire à cet endroit-là. Parce que ça, c'est de l'infrastructure. Ça se fait dans une relation parfaitement business avec des marques, avec des entreprises qui peuvent comprendre cet aspect-là, mais peut-être aussi comprendre d'autres aspects beaucoup plus complexes qui profitent à leur business.
Et c'est là que moi... c'est super intéressant parce que du coup, tu as l'utilisateur, ou en tout cas l'audience, la marque, et en fait, tu as cette entité centrale. Et moi, je parle surtout de l'entité centrale, on va dire ces plateformes, Google, Amazon, etc. Et tu as ce triptyque. Et aujourd'hui, les marques doivent obligatoirement passer par la plateforme et les utilisateurs doivent automatiquement passer aussi par ces plateformes. Et là, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et du coup, d'essayer de s'allier avec ces marques, avec ces grosses sociétés qui aujourd'hui paient des fortunes et qui subissent aussi le monopole de ces grosses plateformes au niveau des publicités, et de dire en fait est-ce qu'on s'allierait pas en direct et on bypass complètement des Google, des Amazon, des Facebook sur cette communication marque et consommateur, si je puis dire. Ça serait ça. Et donc ça, c'est Ariani. Ça, c'est Ariani. Pitch de dingue. Alors, je te laisse expliquer ce que vous faites. Ouais, déjà, ça part, donc tu comprends, ça part d'une idéologie, en fait, cette histoire. D'une envie... Genre fuck GAFAM, quoi. Ouais, oui, alors après, comme je te disais, moi, je comme ça, mais c'est pas pitché comme ça pour lever les 30 millions. C'est-à-dire que c'est quand même des plateformes qui nous ont amenés jusqu'à là où on est aujourd'hui, hein, donc faut pas non plus l'oublier. En revanche, voilà, dans le fonctionnement d'aujourd'hui, ça peut pas durer, quoi. Donc il y a déjà une volonté d'accompagner ce mouvement de transition. De toute façon, ce mouvement de transition, pour moi, il a lieu, quoi qu'il arrive. La question, c'est la temporalité. La question, c'est par où est-ce que ça se prend. Et peut-être même la question, c'est est-ce qu'on est assez rapide à créer ce mouvement pour qu'il se fasse de la manière la plus noble et la plus vertueuse possible, ou bien est-ce que ce sont justement ces mêmes GAFA qui ont le temps de raccrocher les wagons pour créer ce mouvement à la place du marché, ce qui serait catastrophique, évidemment, tu comprends bien. Donc on part de cette idée-là. L'idée de s'attaquer au modèle économique de l'Internet, ça c'était vraiment le point de départ, parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire. Il vaut mieux s'attaquer à là où il y a de l'argent, et en plus de ça, quand tu regardes... moi j'aime bien le B2B, parce que même si c'est long, même si etc., tu sais à qui tu t'adresses, tu as des gens en face de toi, tu peux construire une relation, puis petit à petit arriver à construire un projet. Alors que quand tu t'adresses à du grand public, c'est très très compliqué de capter l'intérêt des gens, et tu sais jamais vraiment quels sont les bons ressorts à tirer. Et donc moi je suis pas très à l'aise avec le B2C, il y a des gens qui le font très bien, moi je préfère vraiment avoir une entreprise en face de toi, quoi. Exactement. Ouais. Et donc l'idée, c'est on veut recréer ce lien entre l'entreprise et son client ou son prospect. Comment est-ce qu'on va faire ? La solution qu'on propose, c'est d'accompagner les marques en leur fournissant une couche technologique très simple pour permettre de créer des NFT qui représentent soit la propriété d'un objet, soit une carte de membre. Alors quand on dit une carte de membre, c'est un club de fidélité, c'est pour des médias, ça peut être simplement un abonnement. Enfin, tu vois, il y a plein de façons d'être membre et d'avoir de l'accès. Donc des NFT qui représentent soit la propriété d'un objet, soit la propriété d'une carte de membre. Enrichir ces NFT tout au long de la vie de cette relation entre le client et la marque. Je vais y revenir. Et permettre d'envoyer des messages, de s'envoyer des messages, finalement d'avoir un canal de communication direct, encore une fois, entre la marque et le propriétaire de ce NFT. Si on arrive à faire ça, et qu'on le fait bien, en principe, on n'a plus besoin de passer par des plateformes. Déjà, pour les clients qu'on possède déjà, et puis dans un avenir un peu plus lointain, pour des nouveaux prospects. Donc c'est ça la proposition de valeur. Pourquoi il va avoir besoin de ces nouvelles technologies crypto pour faire ça ? En quoi, par exemple, un site web avec un username password, ce qui se fait déjà beaucoup dans les boutiques Yves Rocher, etc., t'arrives, tu te login et tu as une connexion du coup avec tes clients. Quelle est la différence ? Qu'est-ce qu'il y a comme saut technologique ? Il y a deux choses. Moi, il y a la raison qui m'intéresse le plus, qui n'est pas forcément la plus importante, mais qui m'intéresse le plus, c'est dans cette relation que je viens de te décrire, il n'y a plus de données personnelles. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Bon, mais encore une fois, c'est plus une conviction personnelle. Ensuite, Parce qu'en fait, tu te logs avec ton wallet, c'est ça ? Tu te logs avec ton NFT. C'est-à-dire que c'est ton NFT qui est la clé pour accéder aux messages qui te sont adressés. Okay. C'est ta clé pour accéder à des services. Finalement, c'est ça qui ouvre le champ des possibles en termes de services. La marque a accès uniquement à ce NFT et pas à un profil complet avec ton nom, prénom. Non, elle n'a pas besoin en fait. Okay. C'est-à-dire qu'elle sait ce lien, déjà. Que la personne qui est en face d'elle possède tel et tel produit de sa marque. Tu as tout un tas d'informations qui sont beaucoup plus importantes que de savoir que tu fais 1m80. Ok. Et la deuxième raison, du coup ?
Et le deuxième pilier, c'est simplement que là, on est dans un environnement qui est un environnement complètement ouvert, complètement interopérable. Donc ce petit NFT, il va être utilisable par n'importe quel type d'applicatif. Donc tout le champ des possibles en termes d'expérience numérique d'une manière qui n'a jamais été possible jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas d'avoir un compte sur le site d'une marque ? Parce que ça veut dire un compte par marque. Ça veut dire que, alors, avec toutes les problématiques de password, etc., ça veut dire une expérience différente par marque, ça veut dire que tout devient compliqué en fait. Et au final, les gens ne s'en servent pas. C'est-à-dire que s'il faut à chaque fois que tu penses à aller sur le site d'une marque pour te dire, bah tiens, j'ai peut-être quelque chose qui m'attend à cet endroit-là, on n'y arrive pas. Donc le fait d'avoir un NFT, ça, comme c'est complètement ouvert et complètement interopérable, bah, ça veut dire que tu vas avoir tout un écosystème qui va se mettre en action autour de ces NFT pour créer des applicatifs, pour rendre la vie des utilisateurs, des clients beaucoup plus simple. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Quand tu vois la quantité de services qui sont développés autour de NFT, pour plein de raisons différentes, bah, tu vois bien qu'en fait, entre une marque qui développe un applicatif et un écosystème avec des dizaines de milliers de développeurs et de startups qui développent des tas de choses en se disant il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose de super performant pour que les gens aient envie de se servir de mon interface, bah, très rapidement, l'expérience n'est pas la même. Là, c'est ça, tu as un standard parce que, par exemple, au niveau canal de communication, les gens peuvent se dire, bah, la marque, elle a déjà mon email, par exemple, elle peut déjà me contacter. Ouais. Toutes les marques peuvent me contacter à travers mon email. Donc là, c'est moi la force, enfin, corrige-moi si je me trompe, hein, mais c'est vraiment cette interopérabilité et le potentiel futur. En fait, tu as ce format NFT maintenant qui va éventuellement te donner accès à d'autres plateformes qui vont te donner un bon de réduction si, par exemple, tu fais... je sais pas moi, un accord avec une chaîne d'hôtels et tu as 7 montres, et ben, tu peux montrer ou prendre la commande et payer avec ce... Enfin bref, c'est exactement ça. Vraiment, tu as une brique technologique qui fait que maintenant tu peux l'utiliser un peu n'importe où parce que tout le monde parle le même langage. Tout à fait. Et de toute façon, ça, pour revenir sur la discussion qu'on vient d'avoir, ce qui est important pour nous, c'est de démontrer aux marques leurs bénéfices. Parce que de toute façon, à partir du moment où elles comprennent leur intérêt, elles vont réussir à communiquer, à créer les bonnes expériences pour leurs clients, pour que leurs clients utilisent ces technologies-là. Et évidemment, elles vont simplifier l'accès le plus possible. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'abord de convaincre les marques que c'est dans leur intérêt, parce que derrière, la propagation, elle se fait toute seule. Aujourd'hui, il y a déjà du coup des marques connues qui travaillent avec vous. Est-ce que tu peux, les gens qui connaîtraient pas le projet, qui connaissent pas comment le NFT est utilisé, les faire voyager un peu. Voilà les exemples concrets de l'utilisation des NFT sur certaines marques, si tu peux donner des noms. Bien sûr, sans problème. On a une 50aine de marques clientes aujourd'hui. Alors, clientes utilisatrices, si tu veux, on y reviendra, mais le projet, il est en 2 parties. On a un protocole open source qui est construit à l'intérieur d'une association loi 1901, donc quelque chose qui est complètement libre. Et à côté de ça, on a toute une pile de logiciels qu'on vend en SaaS à des marques qui permettent d'utiliser ces protocoles de la manière la plus simple qui soit. Donc les marques pourraient développer leurs propres applicatifs, mais c'est quand même plus simple pour elles de prendre ce qui existe déjà, qui est sur étagère, de brancher ça à leur ERP, à leur CRM, et puis voilà, tu démarres. Je te donne un exemple, Breitling. Tu vas acheter une Breitling, on va te donner la montre, on va te faire flasher un QR code pour récupérer très très facilement un NFT qui représente la propriété de la montre. Ce NFT, alors il est enrichi, c'est pas juste un NFT avec une image, tu as tout un tas de contenu autour. Ce NFT, c'est la preuve, donc, évidemment d'authenticité, de propriété, de garantie de la montre, et éventuellement de tous les autres services qu'il peut y avoir autour de cette montre. Donc c'est quelque chose que tu vas... un morceau de papier, un certificat numérique qui disait maintenant je suis bien propriétaire de cette... ouais, c'est vraiment un papier physique, quoi. Et tu avais la montre, tu avais l'objet et puis le certificat. Maintenant, on a tokenisé ce certificat en un NFT. Ouais. Avec plein de trucs autour, du coup, attachés, et comme on disait, qui peut être réutilisé ailleurs, quoi. Donc, pour toi, tu l'as sur ton téléphone, en permanence avec toi. Donc, en plus, ça peut être assez sympa de pouvoir montrer, partager avec quelqu'un ce que tu possèdes. Sociaux, il y a plein de raisons pour ça. Ouais. Et à partir de là, tu ouvres le champ de tout un tas d'applicatifs. Un autre exemple, IWC, donc qui est une autre marque de montre, avait donné un NFT à leurs clients, tout un tas de clients qu'ils considéraient comme des clients un peu premium. Avec ce NFT, les utilisateurs, les clients peuvent se connecter à des forums de discussion
Et sur ces forums de discussion, donc token gated, hein, donc tu dois posséder le NFT pour te connecter au forum de discussion. Tu n'as que des gens qui possèdent ce NFT. Donc tout le champ des possibles pour plein d'applicatifs, ce qui n'était absolument pas possible jusqu'à présent. Et pour la marque, le bénéfice est énorme parce que en réalité, pour une marque de montre, il y a une grosse partie des montres qui sont achetées, qui sont offertes. Donc ça veut dire que la personne qui t'a acheté la montre n'est pas le client final, enfin pas l'utilisateur ou le propriétaire final. Et puis il y a une rotation dans le monde des montres qui est très rapide. Parce que le marché gris, ouais. Alors, non. Il y a le marché gris, mais il y a le marché secondaire qui est, pour le coup, c'est pas ça fait pareil. Ouais, ok. Mais non, on va se dire que voilà, la montre a été normalement achetée. Marché secondaire. Et le marché secondaire, c'est des clients et ça peut être une montre que tu offres à ton fils, ça peut être, je veux dire, le propriétaire va changer dans le temps. Et c'était toute la problématique de comment tu La montre, c'est facile, je te la donne, tu l'as à ton poignet, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est comment tu garantissais, comment tu donnais ce certificat papier et comment ensuite la marque pouvait suivre le chemin de la montre. C'était terminé. Après, le marché primaire, en fait, elle perdait un peu trace de la montre. Maintenant, grâce au NFT, tu donnes la montre, mais tu as aussi la capacité d'envoyer le NFT sur un wallet. Ouais. Et du coup, la marque, maintenant, va plus communiquer à mon wallet, mais à ton wallet, c'est ça. Et puis, pour le client, c'est un problème aussi, parce que plus on avance dans le temps, plus les marques essayent d'avoir des modèles serviciels, c'est-à-dire de donner de l'accès avec les objets qu'elles vendent. Et donc, acheter un objet sur un marché secondaire sans avoir l'absolue certitude que l'objet est réel et sans rentrer finalement dans la base de clientèle de la marque, c'est se priver de toute une partie finalement de la profondeur de la relation avec la marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rectifie aussi de cette manière-là. Parce que ça, c'est très important. Et moi, de nouveau, je suis pas le plus rapide, donc j'ai mis du temps à comprendre. Mais c'était ce lien entre l'objet physique et le certificat, et en l'occurrence le NFT ou le morceau de papier. Et le NFT résout 50% du problème de la contrefaçon. C'est-à-dire que la Breitling, une fausse Breitling, c'est pas la technologie crypto qui va régler quoi que ce soit. Par contre, avoir maintenant un NFT qui garantit l'authenticité de la montre au lieu d'un morceau de papier, c'est plus possible de faire une photocopie, de copier maintenant la signature du chef de boutique de chez Breitling, parce que le NFT, s'il est signé par le wallet public de la marque Breitling, alors comment on sait que c'est la marque Breitling ? Il y a plein de solutions. Par exemple, ça serait le compte Twitter officiel ou... Bref, il pourrait avoir plein de solutions. Mais le NFT, maintenant, tu as une certaine garantie, un niveau de confiance beaucoup plus élevé que quand tu avais simplement le morceau de papier. Quelqu'un qui arrivait sur le marché du coup secondaire où tu avais la montre et un morceau de papier, tu disais, est-ce que c'est vraiment une Breitling ? Alors, la Breitling en elle-même, je sais jamais trop. Mais par contre, au moins, j'avais le certificat, quoi. Et là, avec le NFT, je peux vraiment garantir que ça vient de la maison mère. Donc, le potentiel est quand même relativement puissant. Très important. Ouais, et très important. Sur la partie Oracle, donc tu mentionnes les oracles. L'association Ariani, qui est responsable du développement du protocole, fait aussi office de repository, d'oracle sur les adresses qui sont utilisées par les marques. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire où est-ce que tu vas trouver la référence des wallets qui sont véritablement les émetteurs. Quel est le smart contract finalement qui est autorisé à émettre des NFT pour telle ou telle marque, en sachant qu'en plus maintenant on a des logiques de multi-chaîne à l'échelle. Ça fait partie des choses qu'on gère à l'intérieur de l'association Ariani. Okay. Donc c'est la marque, c'est les marques si tu veux qui se mettent ensemble pour déterminer comment est-ce qu'on présente ça aux utilisateurs. Est-ce que vous avez réfléchi et comment vous voyez du coup la problématique du lien entre l'objet physique et le NFT justement ? Parce que le NFT c'est une chose, comment on fait pour du coup créer ce lien avec ce qu'on possède ? Nous, on appelle ça un passeport. Et à partir du moment où je te dis passeport, en fait, tu t'emmènes dans un environnement qui est un environnement d'humain, où le passeport, par rapport à la personne physique, il n'y a pas de lien en réalité. Il y a une photo, il y a une description, et puis on s'en contente. C'est exactement pareil pour un produit, c'est-à-dire que sur le passeport numérique, tu as une description de l'objet, tu as éventuellement un numéro de série, donc sur les montres c'est facile parce que c'est gravé en général dessus. Tu as un certain nombre d'informations qui te permettent de dire ok, c'est le bon objet. Après tu vas me dire oui mais, bah oui, alors tu peux toujours échanger deux objets avec les passeports, mais la logique de l'authenticité de la correspondance entre le bon passeport et le bon objet n'est pas vraiment le cœur de la proposition de valeur. Ce qui est important en fait, c'est de délivrer dès la première vente le passeport numérique avec le bon objet. La probabilité pour qu'il y ait un mix dans le futur, elle n'est pas de zéro, mais enfin, elle s'en rapproche beaucoup.
Et plus tu déportes de valeur dans le certificat lui-même, au-delà de l'authenticité, c'est-à-dire, encore une fois, hein, des accès, de la garantie, des choses comme ça, et plus tu garantis que les gens vont conserver la dualité physique-digitale, numérique, pardon, tout au long de la vie de l'objet. Et le plan, du coup, pour les prochaines années, enfin le développement d'Ariani, là, les NFT, c'est vraiment focus là beaucoup sur le luxe. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux On a commencé par le luxe parce que déjà, on a trouvé là des cas d'usage, tu vois, la garantie, l'authenticité sur certaines choses bien particulières. On a trouvé une façon de... Et tu vois, tu disais les certificats papier, c'est ça. On a numérisé un certificat qui existait déjà. Donc, c'était plus facile de partir sur des cas où il y avait déjà quelque chose de physique à emmener dans un monde numérique. Donc, on a commencé avec le luxe, on a fait de la mode, et puis plus ça va, en fait, plus on est en train d'aller vers des secteurs qui ont des nombres d'unités en circulation beaucoup plus importants. Et très clairement, faire des aspirateurs et des fours micro-ondes, c'est très bien. Parce qu'un four micro-ondes, tu as au moins autant de services, voire peut-être même plus de services à offrir pour des clients finaux. Tu as le problème de la garantie, tu as éventuellement des pièces détachées, de la maintenance, et puis même, revendre un four micro-ondes, c'est peut-être moins simple aujourd'hui que de revendre une montre. Et tout ça, en fait, ça peut être facilité par le fait que tu as un NFT sur ton téléphone qui reprend toutes les données qui sont importantes pour toi. Donc typiquement un four micro-ondes ou un four tout court, hein, c'est très pratique parce que tu as la référence de ton four en fait, sur ton téléphone mobile, et le jour où tu as un problème, tu n'es pas en train de fouiller dans tes placards à pas trouver un document que tu as probablement perdu. Tu as tout sur ton wallet. Tu as tout sur ton wallet. Et donc même dans la relation avec la marque, la garantie, peut-être que c'est une garantie qui a été délivrée dans un premier temps par le distributeur, et ensuite, il y a peut-être une garantie constructeur qui vient jouer. Bref, tout ce chemin-là, à partir du moment où tu as un lien numérique avec toute l'information sur l'objet, y compris son carnet d'entretien, voilà, ça te facilite énormément la vie. Donc plus ça va, plus on se déplace vers des industries qui sont grand public et sur des volumétries importantes. Et comment, raconte-nous un peu, est-ce que c'est les marques qui viennent vous voir maintenant? Est-ce que c'est vous qui les démarchez, qui devez leur expliquer? Est-ce qu'elles ont déjà compris tout ça et du coup elles cherchent une solution? Voilà. Est-ce que tu dois les convaincre? Est-ce que pour eux c'est genre du chinois? Comment ça a évolué? Comment, à ton avis, ça va évoluer dans les prochaines années? Alors, jusqu'à il y a 1 an et demi, on était vraiment sur des discussions qui étaient on va faire un test, on a entendu parler de blockchain, on aimerait savoir ce que c'est, puis bon, pas mal de confusion aussi, mais on était plutôt dans une approche qui était une approche de POC, Proof of Concept, où tu fais un petit projet, tu sais pas forcément exactement ce que tu cherches, mais tu veux manipuler, tu veux essayer de comprendre. Il y a 1 an et demi, on a vu une transition avec l'arrivée du marché des NFT, justement. Jusqu'à là, nous, on n'avait jamais prononcé le mot NFT nulle part. Parce que déjà, quand on a commencé Ariani, je crois même que le terme NFT n'existait pas. Et puis parce que ça nous semblait être quelque chose de trop technique. Donc déjà, expliquer, nous, notre pitch, c'est la souveraineté numérique des individus et des entreprises. Donc déjà, ce concept-là, il n'est pas simple. Expliquer ce que c'est une plateforme ou un environnement, une architecture distribuée, décentralisée par rapport à une architecture centralisée, c'est vraiment pas simple. Tu rajoutes à ça, oui, alors pour y arriver, on utilise des blockchains, on utilise des tokens, on utilise des NFT, bon, tu perds tout le monde. Donc, jusqu'à il y a 1 an et demi, on n'utilisait pas ces termes-là et on restait vraiment dans des petits projets. Il y a 1 an et demi, avec l'arrivée du marché des NFT en force, ou peut-être même 2 ans maintenant, on a commencé à avoir beaucoup de contenu sur le sujet. Et finalement, les gens qu'on avait en face de nous se sont mis aussi à comprendre d'autres dimensions au travers des NFT. Et ça nous a beaucoup servi, et ça a beaucoup servi au marché, parce que, les termes NFT plus Web3, ça a permis de faire une vraie rupture par rapport à tout le monde des crypto-monnaies, qui est un monde radioactif dans le monde corporate. Quand tu dis crypto-monnaie, en principe, on ne te parle plus. C'est le dark side. Parce que ça a été trop... Blanchiment d'argent, volatilité, arnaque. Terrorisme. Terrorisme. Mais oui, mon monsieur, trop de problèmes, les gens perdent de l'argent, etc. Et en fait, si le Hamas apparemment refuse les donations en Bitcoin, je ne sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Il y a une annonce comme quoi ils refusent les donations en Bitcoin parce que c'est trop traçable. Trop traçable. Merci alors pour cette démonstration. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc
Donc c'était compliqué d'avoir des conversations. Dès que tu arrivais sur ce chemin-là, c'était radioactif. Et puis avec l'arrivée du Web3, énormément de capitaux, des gens très prestigieux qui se mettent à investir dans le domaine, ça a permis vraiment de couper en deux. C'est un nouveau bonbon quoi, pour le monde corpo. Et à partir de là, on a eu des discussions très différentes. C'est-à-dire qu'entre des marques qui avaient commencé à s'acclimater, à comprendre ces technologies, un marché qui se met en route, un peu plus de compréhension technique, là on a vu que ça a cliqué. Et donc depuis un an et demi, on a des marques maintenant qui comprennent bien la proposition de valeur, qui comprennent leur intérêt à le faire, si possible pas dans un horizon trop lointain, parce que on voit bien que ça peut apporter beaucoup de choses. Et puis il y a plein de raisons externes aussi qui font que la dépendance aux grosses plateformes, c'est devenu un énorme problème, notamment sur le coût d'acquisition des clients, qui est vraiment, mais alors tu vois, si l'inflation, on a l'impression que c'est une exponentielle, là c'est 2 fois pire. Et donc, on voit arriver des marques là depuis, je te dis, 12-18 mois, qui ont des vrais cahiers des charges, qui ont des vrais projets en tête. C'est des projets qui ne sont pas forcément court terme, c'est-à-dire que c'est du déploiement qui va mettre du temps, mais qui sont des projets d'infrastructure. Mais je vois mal, du coup, je vois très bien Ariani dans la rétention et dans la relation client, mais dans l'acquisition et du coup dans la désintermédiation des plateformes, du coup de la monétisation de l'audience comme on en parlait juste avant, je vois mal comment la solution vraiment aide dans l'acquisition. Genre comment par exemple une marque de luxe ne doit plus passer par Google pour faire de la pub pour ses montres. Alors certes, quand les clients sont là, ensuite du coup tu as une relation un peu différente, tu passes plus par Gmail par exemple, ce genre de choses. Mais comment est-ce que j'ai loupé un truc Non, t'as pas loupé. Et j'ai pris soin tout à l'heure de te dire dans un horizon plus lointain. Voilà. Parce que dans un premier temps, si déjà on arrive à bien le faire sur la relation existante, c'est déjà énorme. En réalité, les marques, elles ont des clients qui sont très fidèles. Que ce soit pour le four micro-ondes ou que ce soit pour une marque de luxe, on change pas si souvent que ça de marque quand on a des objets un peu à valeur devant soi. Donc le fait de créer un canal de communication avec des clients existants, déjà, ça a beaucoup de valeur parce que si tu l'as pas, ce canal-là, et il disparaît très vite, comme on le disait tout à l'heure, si tu l'as pas, tu vas racheter en permanence des clients qu'en principe, tu avais déjà dans ton escarcelle et tu vas les racheter au même prix qu'un nouveau client. Et c'est très difficile de faire la distinction entre un client que tu rachètes et un client que tu possèdes déjà. Parce qu'en réalité, quand il va passer à l'achat, là, tu vas te dire, bah tiens, je le connais déjà, lui. Bah oui, mais tu l'as déjà racheté. Et tu vois, dans le monde de la mode, aujourd'hui, acheter un nouveau client en ligne, c'est 150 €. Donc, c'est pas rien. Et si tu veux qu'il rachète, bah, probablement que tu vas le racheter le même prix. Donc, c'est devenu des coûts d'acquisition qui sont même pas d'acquisition, en fait, c'est des coûts pour pouvoir réaliser une transaction avec un client qui sont devenus complètement délirants. Parce que la communication sur Ariani, ce dont tu me parlais juste avant de commencer l'interview, c'est que vous avez votre propre solution. C'est-à-dire que ça ne sera pas là simplement un email sur ta boîte Google ou autre. Tu passes par un réseau crypto. C'est-à-dire que toute la communication ensuite, ça fait wallet à wallet. Ouais, alors c'est wallet à NFT. Okay, wallet, pour des raisons je peux t'expliquer, mais donc tu as l'émetteur du NFT, donc je suis une marque je sais pas, de mode, voilà. Par exemple. Je t'envoie un message, en fait je t'envoie pas un message à toi, j'envoie un message au NFT qui représente la propriété de ton produit. Ça, on a une petite couche de protocole qu'on a développée, et donc ce message-là, toi tu vas le recevoir parce que tu as cette clé d'accès à ce message qui est le NFT. Ensuite, comment tu le reçois, sous quelle forme? Aujourd'hui, c'est via ton wallet. Alors, c'est pas MetaMask aujourd'hui, clairement, tu vois, c'est des wallets qui sont... on a un wallet Ariani qu'on met à disposition des marques. Soit elles l'intègrent directement dans une application qu'elles possèdent déjà, soit elles créent un nouveau wallet, bon, peu importe. L'important, c'est que les actifs qui soient dedans, les NFT, puissent être récupérés et mis n'importe où. Donc ça, c'est le cas. Et donc, le protocole de communication, il va être interrogé par ton wallet. Ce qui fait qu'à aucun moment, ce message va être intercepté d'une part, et à aucun moment l'information qui te concerne, ton identité, va être dévoilée à qui que ce soit. Et comment ça se passe au niveau utilisateur? On a parlé des entreprises et de leurs connaissances et de comment elles prenaient le sujet maintenant. Au niveau des utilisateurs, est-ce que tu as des retours? Ça reste quand même relativement opaque pour la plupart des gens quand je vais recevoir un NFT.
ok, maintenant ils connaissent le mot, mais ils n'ont aucune idée de vraiment ce qu'il y a derrière. Donc là, tu expliquais que par exemple sur une marque comme Breitling, ça va être directement dans leur application, vous allez intégrer le wallet, enfin ça sera complètement invisible pour l'utilisateur. Enfin, il ne sait pas vraiment il faut que ce soit le plus invisible possible pour le moment. Tu ne vas pas lui faire télécharger un wallet crypto ou ensuite Rabi Wallet sur son navigateur, etc. etc. quoi. Non, le but du jeu, c'est bien de faire en sorte que ce soit hyper simple et que tu n'aies pas besoin d'acheter des cryptos pour payer des gas fees pour récupérer un NFT. Sinon, là, tu as perdu tout le monde. Donc, les gas fees sont toujours payés par les marques. Quand tu reçois ton NFT et quand tu veux l'envoyer à quelqu'un, le wallet que tu vas récupérer, on va te le mettre soit à l'intérieur d'une application qui existe déjà, qui a d'autres fonctionnalités, soit on va te faire charger un wallet, mais sans t'expliquer, sans que tu aies besoin de comprendre que ce sont des NFT. Après, si tu as envie de creuser, oui, tu pourras comprendre et tu pourras voir que tu as une adresse publique. Tu pourras éventuellement avoir envie de stocker tes 12 mots ou tes 24 mots. Tu pourras avoir envie de prendre ces NFT et les mettre ailleurs. Tu pourras faire ce que tu voudras avec. Mais ce qui est important, c'est que dans le premier usage, il n'y ait aucune friction. Donc, tu scannes une puce NFC, tu scannes un QR code ou tu actives un lien, quel qu'il soit. Derrière, on t'envoie ce NFT. Et toi, tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé derrière. Ils ont un outil dont ils ne sont pas forcément conscients des capacités tout de suite, mais ça viendra. Ça veut dire que, par exemple, la plupart des gens... S'ils souhaitent. S'ils souhaitent, mais dans l'esprit, c'est que le certificat d'authenticité, du coup, qui est plus du tout sous forme papier, qui est souvent maintenant en PDF dans une application de la marque, ce certificat, il est souvent... interne à la marque, c'est très compliqué de l'envoyer, de le transmettre, etc. Là maintenant, tu vas avoir, comme tu disais, une interopérabilité, de pouvoir l'utiliser ailleurs pour autre chose. Enfin, l'idée, un truc évident, tu as un NFT Breitling, te donner une réduction sur certaines chaînes de restaurants ou quoi que ce soit, grâce à cette compatibilité. Et en fait, le site reconnaît directement que tu as ce NFT et hop, ça fait la transaction en crypto éventuellement. Enfin bref, il y a des cas d'usage, sky is the limit, quoi, sur ce genre de choses. Complètement. Après, encore une fois, tu vois, on veut guider les gens le plus simplement possible. Mais en effet, développer des applications au-dessus, se nourrir de ce que les marques ont créé pour créer d'autres choses, c'est bien le point. Et là, pour le coup, si on prend un petit peu de recul et si je m'adresse aux marques, pour l'instant, les marques, elles sont complètement périphériques à Internet. C'est-à-dire qu'elles ont généralement un petit site web dans un coin. Et quand je dis petit, c'est généralement par l'audience. C'est pas forcément par la qualité. Mais elles ont généralement un petit site web. Elles vont lutter pour aller acheter du trafic, pour ramener des gens sur ce site web. Mais elles sont complètement périphériques. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elles font partie du cœur de la machine. Le cœur de la machine, c'est les réseaux sociaux, c'est des plateformes. Dans ce nouveau paradigme qu'est le Web3, elles créent des actifs, des NFT, qu'elles vont mettre dans les mains de leurs clients un petit peu partout, et c'est elles qui vont devenir une plateforme pour les autres. Mais pas une plateforme dans le sens je centralise tout, mais plutôt une plateforme dans le sens une plateforme de construction. Il faut vraiment que les business voient l'opportunité de créer des NFT qui représentent des caractéristiques ou de la propriété, comme bâtir finalement de l'immobilier dans un nouveau monde. Et plus tu t'y prends tôt, et plus tu le fais massivement, plus finalement tu vas avoir un énorme réseau en place, un énorme maillage que des développeurs ou que des entreprises quelconques pourront utiliser pour construire des applicatifs. Et alors ça, c'est un message qui a en général un petit peu de mal à passer, mais j'en profite d'avoir une audience extrêmement qualifiée pour le faire. Les premiers entrants vont avoir un avantage énorme. Au niveau des marques, tu dis? Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de petits tests, tu vois, à vouloir vendre des NFT, faire des trucs un peu... voilà. Mais ça, c'est pas grand-chose. Et en plus de ça, la plupart des petits tests, tu vois, toute l'espèce de vague qui n'est pas une vague, qui est un pic, le pic OpenSea, je sais pas comment on l'appellera, tu vois, un peu plus tard, mais enfin, il y a une espèce de truc qui sera là, qui sera monté. Il y a une bulle sur la bulle NFT, OpenSea, si tu veux, pendant un moment, tout le monde s'est dit, super, on va pouvoir vendre des NFT à nos clients. Et... Bon, mais ça, c'est pas d'un intérêt majeur s'il n'y a pas d'utilité derrière. Et puis surtout, ça s'est limité à très peu d'utilisateurs avec très peu de NFT. Là, on parle de quelque chose, quand on parle de passeport numérique, des objets qui sont mis sur le marché tous les jours, ça se compte en centaines de millions, voire en milliards. Donc, l'amplitude et l'échelle qu'on peut atteindre de cette manière-là, elle n'a plus rien à voir.
Et je pense que les marques qui sont en train de s'équiper en ce moment pour pouvoir le faire à l'échelle et accompagner leurs produits historiques, ces marques-là, elles vont se retrouver dans une situation où elles vont avoir au bout de la ligne un nombre d'utilisateurs avec des wallets qui va dépasser très rapidement ce qu'on a sur des vrais wallets, hein, je ne parle pas d'exchange, hein, mais des vrais wallets, ce qu'on a dans la nature aujourd'hui. Et elles deviendront les points d'intérêt pour tout l'écosystème finalement technologique. Tu as fait un amalgame intéressant tout à l'heure entre actifs et NFT. Comment Non, mais c'est parce qu'il y a un terme qui est technique et il y a un terme qui est... Enfin, il y a une interprétation technique et il y a une interprétation réglementaire. Exactement. Donc, comment interprètent les autorités réglementaires sur ces nouveaux éléments numériques de propriété? Et le point super important sur lequel nous on met souvent le doigt, c'est comment le cadre légal reconnaît en fait cet acte de propriété. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives avec un document, un certificat de propriété d'IWC devant un juge suisse, il le reconnaît. Il dit bah oui, c'était bien ma montre, j'ai un numéro de série, etc., etc. En l'occurrence, en Suisse, il reconnaît aussi un NFT, enfin la propriété numérique est reconnue. En France, par exemple, est-ce que c'est déjà le cas et comment le cadre réglementaire et le cadre légal surtout fait que Ariani a du sens ou pas? Alors il y a une première considération, c'est est-ce que, quand on parle d'actifs, parce qu'en général l'actif c'est très lié à la finance, enfin c'est lié à la finance, aujourd'hui les NFT, très clairement ils sont pas couverts par MiCA dans un premier temps, et ils vont pas être couverts tout court pour ce qui nous concerne, parce que ces NFT sont toujours reliés à quelque chose de physique, ou encore une fois une substance qui est complètement en dehors du NFT lui-même, du monde numérique. Donc de toute façon là-dessus, bon voilà, on est quand même dans un cas très très particulier où un objet ou un membership sans son NFT ou l'un sans l'autre finalement a moins d'intérêt et il n'y a pas d'existence en tout cas du NFT tout seul. Bon. Après, en ce qui concerne la preuve, en fait, tu es dans un domaine qui est très particulier là. Parce que la notion de propriété aujourd'hui, alors effectivement, suivant les juridictions, est très différente, mais quelque part, aujourd'hui, avoir une montre dans sa main, c'est être le propriétaire de la montre. Tout simplement. Et pourtant, tu peux l'avoir volée. Donc là, on introduit quelque chose de nouveau. On ne va pas remplacer quelque chose d'existant, mais on introduit vraiment une notion qui est complètement nouvelle. Et pour le coup, il va falloir construire de la jurisprudence autour. Mais c'est plutôt... Là, c'est uniquement vertueux finalement. Je te donne un exemple intéressant sur lequel on est en train de commencer à travailler avec les douanes. Quand tu as un produit qui est volé du camion, en fait, il n'y a aucun moyen ni d'informer le consommateur qui va potentiellement l'acheter au prix fort, ni de savoir ce qui devient de ce produit. À partir du moment où tu associes un passeport numérique à cet objet, en magasin, tu pourras vérifier, enfin tu peux déjà le faire d'ailleurs, mais vérifier que ce NFT correspond bien à un produit qui est à la vente, parce que ça, on peut l'activer quand on veut. Donc on peut attendre que la marque dise « Ok, mon produit est bien arrivé au point de vente ». Et donc à ce moment-là, je peux délivrer l'information au client avant même qu'il achète que le produit est bien légitimement dans le bon point de vente. Et si ce n'est pas le cas, l'informer. Donc tu vois, on introduit des notions qui sont nouvelles, qui pour l'instant n'existaient pas. Donc ça, c'est des choses qui sont... ce que je te décris là, c'est pas encore en prod. Ouais, c'est en cours. Mais c'est des vraies réflexions et c'est des vrais projets. Sur un point super important sur les NFT et ce lien de certificat d'authenticité, de propriété, c'est la pérennité, la longévité de la base de données sur laquelle elle s'appuie. Parce qu'en gros, par exemple, un sac Chanel, une montre IWC, des bouteilles de vin, on parlait de la tokenisation des bouteilles de vin, etc. C'est des biens que tu vas avoir éventuellement plusieurs décennies. Du coup, sur quelle infrastructure vous reposez et pourquoi? C'est-à-dire quel est le choix de la blockchain en l'occurrence, parce que Bitcoin, Ethereum ou autre, mais en fait ce choix-là il est extrêmement important parce qu'en gros si la base de données s'effondre, en gros tes NFT, les morceaux de papier qu'on imaginait tout à l'heure, ils sont rangés dans des classeurs dans une blockchain X, Y, Z. Donc si celle-ci elle s'effondre, en gros tout part en fumée quoi. Alors, c'est une excellente question. Bon, déjà je peux pas te répondre sur 20 ans. Parce que tout ce marché-là n'a pas 20 ans, donc faut construire un mécanisme qui soit un petit peu différent. Nous, on a choisi de loger le développement du protocole
Et l'endroit où, alors c'est plusieurs protocoles, mais l'endroit où ils sont déployés, dans une association dans laquelle les marques ont une place à la gouvernance. Ils peuvent même petit à petit prendre 100% de la gouvernance, comme dans une association, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes d'élection, etc. Cette association, elle a pour vocation à définir l'aspect du protocole et aussi à traiter ce genre de problème, c'est-à-dire sur quelle chaîne on existe. Donc c'est une sorte de DAO. C'est une sorte de... Ouais, j'aime bien la façon de le dire. C'est une sorte de DAO, mais une DAO qui est vraiment concentrée sur les gens qui sont activement utilisateurs donc, clients du protocole. De Ariani. Donc oui, c'est des marques qui s'engagent, qui utilisent le protocole et qui s'engagent aussi à venir dans l'association. Bon, en l'occurrence, je te dis, il y a une 50aine aujourd'hui. Sur le développement, sur les layers sur lesquels on existe, évidemment, c'est une considération qui est hyper forte de pérennité, de continuité des opérations. Donc c'est quasiment un sujet quotidien de savoir est-ce qu'on va sur des nouveaux layers, si oui, pourquoi, comment est-ce qu'on se garantit que si jamais il y avait des problèmes, on pourrait reprendre l'information, ne serait-ce que pour la bridger et la mettre ailleurs. Donc tout ça, c'est vraiment c'est un des rôles de l'association. Et pour terminer de répondre à ta question, sur quel layer on est, nous on a commencé il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans, on avait très bien en tête les problèmes de montée des gaz, parce qu'on ne pouvait pas se projeter dans l'idée que les layers sur lesquels, que les blockchains d'une manière générale ne seraient pas à succès, sinon il ne fallait pas commencer le projet. Donc on savait que ça allait arriver. On savait aussi à l'époque, surtout qu'on avait un problème de consommation énergétique sur les blockchains publiques. Et donc pour toutes ces raisons-là, on a choisi un layer qui s'appelle toujours POA Network, Proof of Authority, qui était le seul Proof of Authority, à ma connaissance, dans un EVM, en environnement EVM à l'époque. Et donc c'est là-dessus qu'on est parti. Et on continue aujourd'hui à s'en servir. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pérenniser, ou si on ne veut pas le pérenniser, qu'on va bridger ailleurs. On est déployé sur Polygon, on pourrait être déployé sur n'importe quel EVM, mais on est très scrupuleux quand on fait ces choix-là, parce que derrière, on sait qu'on a un devoir de maintenir les opérations effectivement ad vitam aeternam. Est-ce qu'à terme, c'est quand même une évidence qu'il y aura une migration sur une blockchain plus publique? Alors c'est public tout ça. Hein. Ouais, non, mais dans le sens, alors, en tout cas, moins POA, enfin moins preuve d'autorité, beaucoup plus décentralisé du coup, où il n'y a pas forcément intérêt. Parce que là, du coup, c'est une base de données contrôlée par les autorités de l'association. Alors c'est pas nous en l'occurrence, c'est des notaires. Hein, tu vois, c'est un réseau de notaires. Mais peu importe, t'as raison de revenir là-dessus. Ou est-ce qu'il y a vraiment un besoin Non, il n'y a pas de besoin en fait. C'est mon fameux curseur de tout à l'heure. C'est ça. On n'a pas besoin de se protéger contre la censure des États, des régulateurs et de je sais pas qui. Ouais. On a 40 nœuds, on est content. Enfin, je veux dire, il faut voir aussi, il faut mettre en face, en vis-à-vis, les enjeux, les problématiques d'attaques possibles, mais qui sont des attaques qui ne sont pas des attaques techniques, mais qui sont vraiment des attaques de shutdown, d'arrêt des machines. Bon, bah nous, on n'a pas ça. Donc le côté résilience à tout, et pas une feature dont on a besoin. Mais et heureusement, parce que sinon, on n'arriverait pas à régler la problématique de la consommation énergétique qui, pour le coup, quand on travaille avec des grosses boîtes, est un sujet complètement central aujourd'hui. Et je ne pourrais pas répondre à ces boîtes-là. Tu peux pas mener tous les combats et leur expliquer que Bitcoin, c'est pas si... c'est impossible. Non, mais c'est simplement impossible. Je veux dire, aujourd'hui, on peut pas... Ils te demandent si la solution était sur Bitcoin, ça serait no. C'est no-go, mais c'est sûr. Et c'est no-go pour plein de raisons. Alors après, il y a la consommation énergétique. Ah ouais, c'est dingue quand même. C'est le NFT sur Bitcoin, c'est dans un environnement corporate avec... C'est trop tôt. C'est encore... c'est polémique. Je me demande si tu veux, ce sera possible un jour. Les ordinals, ça arrive avec les ordinals Ariani. Il faudrait vraiment faire des layers. Tu me diras, c'est le chemin, c'est le sens de l'histoire, mais aujourd'hui, non, c'est pas possible. Et pour une raison de marque, hein, je veux dire, Bitcoin, je suis vraiment un fervent défenseur, tu vois. C'est sulfureux encore. Ouais. Et ça va le rester très longtemps. Alors, peut-être qu'un jour, on y viendra. J'ai plein de potes maximalistes qui doivent être en train de fulminer à m'entendre dire ça. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, franchement, si tu veux... Non, mais il y a une réalité business, ouais, carrément. Ouais, business, et puis c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu as envie d'emmener des gens à rejoindre un mouvement, il faut quand même créer les bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas des espèces d'épouvantails à chaque tournant, quoi. Mais par contre, même si tu es du coup sur ce réseau en POA
relativement contrôlé par un certain nombre de personnes, une cinquantaine de personnes, tu gardes cette interopérabilité avec tout le reste de l'écosystème EVM, quoi. Bah, c'est EVM, tu bridges tes tokens, tu veux les emmener ailleurs, tu fais ce que tu veux, les adresses sont cohérentes. Ouais. Ok. Moi, il y a une partie j'aimerais migrer sur un autre sujet, l'entrepreneuriat, en fait, avoir des personnalités comme ça qui ont eu toute une carrière plus de 20 ans là, tu me vieillis, à lancer des boîtes et à réussir, donc ce qui est quand même relativement rare. J'en avais eu une belle discussion avec Eric Larchevêque, donc j'aimerais un peu te tirer les verres du nez et prendre le maximum de connaissances et d'expertise et le partager aux gens qui nous regardent sur pourquoi l'entrepreneur, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas un CDI classique en entreprise avec un beau diplôme d'ingénieur. Je saurais pas te refaire le chemin, tu vois. C'était le hasard de la vie, quoi. Mon premier boulot, j'ai fait un stage après mes études chez Philips à Bruges, dans une usine. C'était super intéressant et je suis sorti de là en me disant jamais de ma vie j'ai envie de retravailler dans une boîte de cette taille. Parce que je voyais pas, je comprenais même pas ma contribution à l'ensemble. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et ensuite, j'ai rejoint une start-up dans l'univers des télécoms. Donc, à un moment, on faisait la transition analogique vers numérique, une start-up qui s'appelait Sirpac. Et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est peut-être une question, c'est très humain en fait comme décision, mais bosser dans une start-up et je dis même pas la mienne, mais bosser dans une start-up, je trouve ça galvanisant parce que t'es à l'intérieur d'une petite équipe. T'as un impact direct. Oui, et puis tu essaies de trouver un chemin ensemble pour créer quelque chose de zéro. Moi, je trouve ça fascinant. Et il y a plein d'embûches partout, etc. Mais c'est le côté très commando, très famille aussi, qui me plaît beaucoup. Et je suis tombé là-dedans et j'en suis jamais ressorti et je vois pas comment je pourrais me remettre dans un autre cadre. Alors peut-être si, parce que je pense qu'au bout d'un moment ça fatigue, mais tu vois, ça fait 22 ans. Et l'importance un peu d'énergie, des associés, des personnes avec qui tu te lances dans l'aventure. Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu as commencé, avec qui tu es toujours associé aujourd'hui? C'est ça, toujours les mêmes en fait. Comment tu trouves ton mariage business? C'est pas simple parce que ça marche pas souvent en fait, statistiquement. Mais je me suis associé à l'époque, tu vois, sur ma première boîte avec 2 personnes. Ma deuxième boîte, j'avais un de ces associés avec lequel j'ai créé ma deuxième boîte. Puis on en a eu un troisième. Puis ce troisième, il m'a suivi pendant 20 ans et il me suit encore aujourd'hui. Et puis petit à petit, j'en ai d'autres. Mais c'est... il y a des gens qui sont très contents d'être tout seuls. Moi, je suis incapable de monter une boîte tout seul. Même pas pour des raisons de technique ou autre, parce que je sais comment on monte une boîte, mais ça m'intéresse pas une seconde de faire le chemin tout seul. C'est l'aventure humaine aussi. Je trouve que c'est hyper enrichissant de le faire à plusieurs, parce que sinon, c'est difficile d'apprendre en fait quand t'es vraiment tout seul, en tout cas dans les premiers instants, alors que quand t'es à plusieurs, dès le premier jour, tu t'apprends ensemble, et des uns des autres. Et puis... c'est comme une histoire d'amour, comme tu rencontres ta femme ou machin, mais en tout cas, c'est beaucoup plus nombreux là cette fois-ci. Ouais, non, mais moi je vois ça vraiment comme ça. La rencontre, c'est parfois difficilement explicable de savoir pourquoi une personne te convient au niveau perso et comment une personne te convient au niveau pro. T'as quand même une moi, c'est notion vraiment cette compatibilité entre 2 personnes, c'est difficilement explicable, mais tu sais qu'avec cette personne, tu bosses bien en fait. C'est facile, c'est fluide, il y a peu de friction. Et la difficulté, c'est vraiment... les boîtes, on les construit dans les moments durs. En réalité, quand tout se passe bien, t'apprends pas grand-chose. En vrai, si je regarde bien, quand tout se passe bien, que les marchés sont en bulle, etc., qu'il n'y a pas de difficulté, en fait, t'apprends rien. Tu déroules un truc. Donc les vrais moments où tu construis vraiment des choses solides et qui te permettent, dans un deuxième temps, d'avoir vraiment une position, un socle solide et une superposition sur un marché, c'est les moments qui sont durs. Dans les moments qui sont durs, il ne faut pas que tout le monde quitte le bateau. Et c'est là où effectivement tu reconnais ceux qui sont intellectuellement honnêtes, suffisamment résilients aussi, parce que tu as des gens qui, au-delà de leur honnêteté, en fait, qui cassent. Et ça pour le coup, c'est pas évident parce que ça demande pas mal de force, de maturité. Et puis d'envie, et puis moi c'est pas un jugement du tout, mais il y a des gens qui n'ont pas non plus envie de se mettre toute la charge d'un truc qui prend l'eau une journée sur 2, puis qui est au top une journée sur 2, hein. Je veux dire, c'est ça les journées des entrepreneurs. Donc
une fois que tu as trouvé des gens sur lesquels tu peux compter, ah, dis donc, ça a une valeur énorme. Hein. T'en as planté? Enfin, t'as du coup des projets en échec. Ouais. Comment, ça c'était aussi une question que j'avais posée à Eric et moi je me la pose souvent, du coup, quand j'ai des idées ou quand on lance des choses. La ligne très fine entre entêtement et persévérance. Quand est-ce que tu lâches l'idée? Comment tu le ressens, toi, et de dire non, en fait, tu sais, c'est vraiment toujours cette image du mineur qui va être à 2 doigts de toucher la mine d'or et en fait qui dit bah non, en fait, il n'y en a pas derrière, donc j'arrête. C'est super difficile parce qu'en fait, c'est vraiment pas rationnel comme choix. Très instinctif, au bout d'un moment, il faut que j'arrête, quoi. Ouais, je pense que... Enfin, après, c'est une question de caractère. Moi, j'ai besoin de toute façon dans un projet de voir une finalité assez noble, assez... tu vois, j'ai besoin de contribuer à quelque chose et de me dire, en fait, quand vraiment tout va mal, je dis oui, mais je sais pourquoi je le fais. Donc ça dépasse le produit, ça dépasse le marché, ça dépasse plein de trucs. Sur Ariani, tu vois, la finalité de tout ça, c'est vraiment d'accompagner un changement de structure du monde de l'Internet. On ne sera pas tout seul à le faire, mais si on y arrive dans ce qu'on est en train de faire avec les marques, de la manière dont on est en train de le déployer, je pense qu'on n'est vraiment pas nombreux à le faire comme ça. J'ai même envie de penser qu'on est les seuls pour l'instant. Il y a plein de gens qui font des NFT, il y a plein de gens qui font des tas de trucs, mais qui le font avec la ligne directrice de on est là en fait pour des sujets de souveraineté numérique et ça dépasse le cadre du business des marques avec leurs clients parce que c'est un sujet de démocratie, c'est un sujet d'équilibre dans le monde, donc c'est hyper intéressant, hyper vertueux. Quand tu suis ça, bah même quand ça va très mal, tu te dis ouais mais je sais pourquoi je le fais et quand bien même je me plante, c'est pas grave hein, parce que je l'ai pas fait pour rien, parce que au moins j'aurais tenté et au moins j'aurais appris quelque chose. Si tu suis que du business, je suis pas sûr que tu apprennes grand chose quand ça merde. Et je peux te partager si tu veux une expérience sur le coup. Et en plus de ça, bah, tu remets en doute finalement les choses quand ça va mal. Donc pour moi, c'est vraiment la finalité. L'étoile polaire, quoi. Et quand tu es vraiment sur des choses qui sont bien construites et quand tu as des objectifs qui sont vraiment clairs, je pense que c'est une évidence de savoir quand il faut s'arrêter, s'il faut s'arrêter, et s'il faut continuer. Et c'est pas juste la douleur que tu perçois au quotidien quand vraiment les choses sont mal qui sont l'indicateur, mais c'est plutôt est-ce que la finalité existe toujours ou est-ce qu'elle a disparu. Et le plus gros challenge pour toi, par exemple Ariani, là, c'est... Enfin, nous, par exemple, c'est le recrutement, enfin, le scale des équipes. Toi, quels sont un peu les gros obstacles? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est complètement différent? Qu'est-ce que tu vois? Genre vraiment, on en bave sur ça. Et dans mes boîtes précédentes, c'était un peu la même chose. Quand tu scales une startup, c'est ça qui est vraiment problématique. Et voilà comment je l'attaque. Ouais, là, on est sur un sujet qui est vraiment très particulier parce que moi, j'avais jamais monté un projet avec une fidélité aussi importante en dimension et une ambition aussi profonde. Ce qui ne veut pas dire la dimension du business, hein, mais vraiment... Donc, pour que les gens nous suivent, il faut qu'ils comprennent beaucoup de choses. Donc, il y a une dimension technologique, mais il y a aussi tout ce que je dis depuis tout à l'heure, à savoir vraiment les sujets de souveraineté numérique. Tu vois, c'est tout un monde, en fait. Et comme on s'est habitué à travailler avec des plateformes et à en être dépendant, tout remettre en question, c'est pas évident. Donc nous, notre vrai frein au quotidien, notre frein, c'est pas un frein, mais la vraie difficulté, c'est d'arriver à être suffisamment convaincant de cet objectif final, tout en arrivant sur le très très court terme à faire des trucs là très rapides qui vont nous mettre le pied à l'étrier avec chaque client pour qu'on aille gentiment vers quelque chose de très ambitieux, petit, hein. Mais tout en sachant que là, demain, il y a des trucs qui sont très très court-termistes à gérer, des problématiques importantes, tu vois, à régler, mais qui ne sont pas exactement ce vers quoi on a envie de tendre. Donc bon, il y a des petites circonvolutions, et c'est cette difficulté-là, en fait. C'est d'arriver à emmener les gens avec nous. Et pour le coup, plus on avance, plus je me rends compte qu'il y a une question de marque et de puissance dans l'idée qui est absolument indispensable, parce que si on s'en tient juste à des arguments purement business, il y a toujours un truc plus urgent à faire. Et notre challenge, donc pour répondre complètement à ta question,
C'est comment est-ce qu'on arrive à être suffisamment puissant dans notre manière de communiquer l'idée et que les gens qui sont en face se disent non, mais en fait, il faut que j'y aille. Parce que oui, ça va régler des tas de petits trucs là tout de suite. Bien sûr, j'ai des projets intéressants à faire, mais en termes de stratégie long terme et même pour mes équipes, c'est hyper vertueux d'aller dans cette direction-là. Et il faut absolument qu'on le fasse avec eux parce que c'est la bonne solution, c'est la bonne équipe pour ça. Ouais, parce que du coup, d'expliquer aux marques avec qui tu travailles, les entreprises avec qui vous êtes en contact, le problème auquel elles n'ont même pas forcément conscience et de dire, mais en fait, nous, on a la solution, quoi. Mais, et à côté de ça, il faut quelque chose, tu vois, qui règle un problème tout de suite. Mais il y a ces deux temporalités et c'est un vrai sujet. Je pense qu'on y arrive petit à petit parce que on n'est pas une marque grand public. Alors, il faudrait qu'on le soit plus parce qu'on a quand même un token dans cette histoire et j'aimerais que ce token soit beaucoup plus connu, évidemment, mais déjà sur la partie B2B, je pense qu'on a fait un bon boulot et aujourd'hui on est en Europe, en Nord-Amérique, je pense qu'on est clairement identifié et il va falloir qu'on continue à muscler notre jeu pour qu'on devienne un truc hyper désirable et pour moi c'est ça le challenge là maintenant. Merci beaucoup Frédéric, c'était super intéressant. À très bientôt, bon courage pour Ariani. Merci beaucoup. J'avais encore plein de questions donc tu reviendras. Avec plaisir. C'était un plaisir. Au revoir. À bientôt, merci.